Bonjour, eh bien c'est reparti pour une nouvelle saison de conseils judicieux au jardin. Alors ce mois-ci, comme il fait un peu froid, eh bien je vais vous emmener à Liège visiter des serres de collection. Mais pour démarrer l'émission, eh bien nous sommes chez Olivier Fievier, vous commencez à bien le connaître, ce passionné de potager. Eh bien malgré le gel, malgré la neige, il est en train de récolter ses carottes. Et oui, suivez-moi, on va aller le rejoindre. Eh bien, bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors, en plein travail, pourtant ce matin, moins 7,5 ici. Voilà, moins 7,5. Ouais. Et malgré ça, tu parviens à récolter tes carottes? En fait, le potager, je le fais depuis longtemps. Oui. Et donc, la vie du sol s'est installée. Et avec simplement un peu de paille, le sol ne gèle jamais. Et ça te permet de récolter tes légumes. Des carottes, voilà, tout à fait. Alors, ta serre, moi je la connais bien, on a déjà tourné pas mal de séquences hein, dans le sol. C'est un peu la même chose, non, il vit là-bas? C'est tout le contraire. C'est tout le contraire? Oui, je t'explique. Tu vas m'expliquer? Allez, on va aller voir ça. On y va. À vous l'honneur. Merci Roland. On referme pour ne pas avoir froid. Voilà. Voilà. Alors, Olivier, tu me disais, dans la serre, c'est pas la même chose. Explique-moi pourquoi. Voilà, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'en Belgique, il pleut près de 1000 litres d'eau au mètre carré. Sur un an, on a 1000 litres d'eau par mètre carré. C'est important. C'est important. Dans la serre, il n'y aura pas ça. C'est important pourquoi? Évidemment pour les légumes, oui, mais aussi pour le sol. Lessiver tout ce qui est minéraux indésirables sera absolument nécessaire. Et dans une serre, évidemment, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en hiver. hiver. On a une accumulation de sels minéraux. On a une remontée de sels minéraux qui va être de plus en plus néfaste. Et ça se voit, ça, dans une serre? Regarde là. Ah oui, les traces blanches. Ça, c'est quoi? Ce sont des sels minéraux qui sont remontés. C'est un espèce de salpêtre qui va remonter au niveau du sol. Alors, si j'ai bien compris, eh bien, pour solutionner ce problème, on va apporter de l'eau. Voilà, énormément d'eau. On peut aller jusqu'à 200 litres d'eau au mètre carré. Et quoi? Eau du robinet? Et de l'eau de pluie, c'est le préférable. Hein, parce que l'eau de ville est une eau qui a percolé et qui s'est chargée de minéraux aussi. Ah d'accord. Donc de l'eau de pluie et régulièrement, durant tout l'hiver, on arrose le sol de sa serre. Important. Mais est-ce que c'est suffisant pour préparer correctement ta terre avant de commencer tes semis? Non, ce qu'on a vu dans les carottes, j'ai dit qu'il y avait de la vie. Oui, ton sol était bien friable. Bien vivant, bien friable. Et donc ici, il ne l'est pas. On va apporter de l'humus pour pouvoir avoir un support et pour pouvoir avoir une bonne... C'est ça que tu as apporté ici? Oui, voilà. Derrière moi, c'est ça? Voilà. Ça, c'est de l'humus? C'est de l'humus. On en met plus ou moins 10 litres au mètre carré. C'est vraiment friable et assez fibreux. Hein. Voilà, fibreux. Et on va aussi donc l'incorporer. Oui. Et alors donc on le met sur le sol et on l'incorpore à raison de quelle quantité, j'ai envie de dire, au mètre carré ou par rapport à cette serre? 10 litres au mètre carré. D'accord. Plus ou moins 2 sacs. Eh bien, allons-y. Vas-y, je te laisse faire. Parfait. Voilà. Bien, Olivier, on a apporté l'eau qu'il fallait au sol de notre serre. On a retravaillé la structure avec ton humus. Te connaissant, tu vas apporter un élément supplémentaire, à mon avis. Ben oui, dans les carottes, je t'ai dit qu'il y avait de la vie. Oui, c'est vrai. On va en apporter. Ici, il n'y en a pas trop. Voilà. Et donc, on va apporter des bactéries pour coloniser le sol. Oui. Pour pouvoir avoir... Les bactéries, c'est ce que tu m'as préparé ici? Voilà, c'est ça. Donc, ça se présente sous un tout fin granulé. Oui. Et c'est sur base de fumier séché. Ah, on fait deux opérations en une. Voilà, tu vas apporter des bonnes bactéries. Et donc, elles vont renforcer tout ce qui est défense du sol, mais aussi défense de tout ce qui est légumes. Donc, les cultures vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus résistantes. Mais en plus, mon fumier va apporter... Toujours de l'humus. Et alors, ça se met à quelle densité, j'ai envie de dire, au mètre carré? Ça se met à 100 grammes par mètre carré. Bon, eh bien, une fois qu'on aura fait ça, c'est OK, on va pouvoir, au mois de mars, commencer nos premiers semis, non? On a préparé la tartine. Tout ça, c'est la tartine? Voilà, ça, c'est la tartine. Oui. On va y mettre la confiture. Oui. Et la confiture, c'est quoi? Ça, c'est un engrais pauvre en éléments minéraux, donc organiques. Oui. Et qu'on va mettre juste avant nos premiers semis? Juste avant la culture. Mais ça, on va faire au mois de mars? Oui, OK. Eh bien, je te laisse terminer ton travail, Olivier. OK. On se voit dans un mois? Dans un mois. Allez. Salut. Voilà, eh bien, on va quitter Olivier et sa serre et on va en retrouver d'autres de serres, les serres de la ville de Liège. Mais en attendant, on jette un tout petit coup d'œil sur le livre du mois. Une année au jardin bio paru chez Terre Vivante
est un livre qui vous emmène à la découverte des jardins de Terre Vivante, espace unique d'expérimentation et de démonstration des techniques de jardinage bio depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, Terre Vivante partage ses secrets. Vous découvrirez au travers de cet ouvrage abondamment illustré de nombreuses photos, de textes poétiques et de conseils très pratiques, l'ambiance et les travaux du jardin mois par mois, au potager, au jardin d'ornement, au verger, sans oublier les petits élevages et la biodiversité. Bonjour Philippe Destinet. Oui, bonjour Roland. Alors c'est agréable de se retrouver ici dans les serres de Liège, hein. On est en bras de chemise, oui, effectivement. La température est bonne. Des serres qui sont superbes, à mon avis elles ne sont pas très jeunes, elles datent de quand? Non, elles ont été construites au milieu du 19e siècle par l'Université de Liège. Et quel était le but recherché à l'époque, donc, les chercheurs, les botanistes de l'Université de Liège donc, voulaient constituer des collections de plantes pour pouvoir les étudier. C'était un peu des serres de recherche ici à l'époque? C'était des serres de recherche et qui servaient également aussi à l'enseignement des futurs botanistes et pharmaciens. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ces serres sont toujours, j'ai envie de dire, selon l'expression consacrée, dans leur jus ici en 2017? Oui. Donc, l'université les a soigneusement entretenues, même s'il y a eu quelques petits problèmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, finalement, depuis 3 ans, elle les a cédées à la région wallonne, qui les entretient et qui met le personnel nécessaire pour l'entretien des plantes. Oui. Alors aujourd'hui, plus de recherche évidemment dans les serres? Non, non. Objectivement, ce sont des serres qui ont petit à petit pris une dimension de vocation didactique. Donc faire découvrir au grand public des plantes dont ils connaissent le nom, mais qu'ils n'ont probablement jamais vues de leur vie. Quoi. Mais alors, ça veut dire que pendant des années, les chercheurs de l'époque ont multiplié et remultiplié pas mal de plantes ici dans les serres. Ça veut dire que vous avez un terrible héritage ici oui, encore aujourd'hui. Oui, on a un très bel héritage, donc on conserve évidemment précieusement, notamment les professeurs Charles et Édouard Morel au XIXe siècle avaient constitué une belle collection d'une famille de broméliacées, oui, dont les gens connaissent en tout cas l'ananas, c'est la broméliacée la plus connue. Nous la conservons, mais ce n'est plus l'objet unique des serres. Donc c'est vraiment montrer la grande diversité des plantes dans le monde. Alors je suppose qu'il y a vraiment des cas tout à fait exceptionnels ici dans les serres que le public peut découvrir. Oui. Derrière vous, d'ailleurs, vous m'aviez parlé tout à l'heure de la vanille. Oui, la vanille, qui est une orchidée qui vit au Mexique. Et découverte mondiale, Cocorico, liégeois. Ouais. Donc en 1836, le professeur Charles Morel a découvert la manière de les féconder artificiellement. Voilà. Pourquoi artificiellement? Parce qu'en fait, dans son pays d'origine, elle est fécondée par un petit insecte qu'on n'avait jamais réussi à amener en Europe. C'est une découverte très importante, puisque une fois qu'on a pu le faire artificiellement, ce procédé a été copié dans les pays où aujourd'hui on produit de manière industrielle la vanille, c'est-à-dire la Réunion, Madagascar, les Philippines. Voilà. Avec un départ ici à Liège. Un départ à Liège, oui. Voilà. Alors, Philippe, vous allez me montrer encore d'autres serres, parce qu'il y a des richesses, il y en a. Vous avez parlé de broméliacées, vous avez parlé de l'ananas, ça tombe super bien, puisque je vous propose de retrouver maintenant Corinne et Jean-Marie qui vont nous parler justement de cette plante. C'est sympa Jean-Marie, je vois qu'en ce mois de février, tu vas nous donner un petit coup de chaleur avec quelque chose de très exotique. Eh bien oui Corinne, regarde cette plante, elle est terminée par un fruit que tu dois connaître. Ça ressemble à un ananas, tout petit. Effectivement, c'est bien une plante tropicale. C'est une plante tropicale qu'on connaît surtout par ses cousines que l'on appelle des broméliacées. Tu peux voir, terminées par des grandes hampes florales, des bractées colorées, rouges, plutôt mauves, etc. Donc des broméliacées déjà très connues, mais celle-ci en fait partie également. Jean-Marie, est-ce qu'on va pouvoir obtenir à partir de ce petit ananas
un gros ananas comme celui que tu as là, comme on trouve dans le non, commerce. Corinne. En fait, chez nous, nous ne sommes pas en Amérique centrale, comme le Brésil, l'Argentine, là où ils se développent dans leur milieu naturel. Chez nous, en Belgique, il manque bien entendu de lumière et de chaleur. D'accord. Et donc, ce que je te propose, c'est de te montrer comment arriver à une plante comme ceci à partir d'un ananas tel que tu le trouves dans les magasins. Ah bien chouette, allons-y. Alors Corinne, pour multiplier l'ananas, je vais créer une bouture, mais tout d'abord, quand tu achètes un ananas, tu dois bien faire attention à ce que les feuilles soient bien vertes pour obtenir donc une bonne reprise par la suite. Alors, la première des choses, c'est de séparer la partie qu'on va consommer de la bouture. Je me munis d'un bon couteau. Voilà. Voilà, et avec un peu de force, on sépare la bouture de l'ananas. Voilà. On va regarder pour libérer un maximum de chair tendre qui pourrait pourrir. D'accord, ça c'est important. Voilà, de bien préparer, de bien habiller la bouture. Donc ça c'est une belle bouture alors que tu nous as fait là. Voilà, une belle bouture avec des feuilles pas trop grandes, juste ce qu'il faut pour qu'elles puissent reprendre. Si les feuilles devaient être plus grandes, on devrait les recouper. Et donc voici la bouture que l'on va mettre dans un milieu propice pour qu'elle puisse s'enraciner. Ok. Voilà. Jean-Marie, quels sont les éléments que tu veux utiliser, le substrat, pour que cette bouture puisse prendre? Eh bien d'abord, Corinne, je vais prendre un bon pot en terre cuite. Mais vu que l'ananas ne supporte pas d'avoir les pieds dans l'eau, je vais d'abord verser dans le fond de l'argex sur une épaisseur relativement importante. Et puis, je vais y verser un substrat pour semis et bouturage légèrement humide. Quelles sont les qualités de ce substrat? Alors c'est un substrat, comme tu peux le voir, qui est très aéré, très léger et qui va donc permettre à l'air et à l'humidité de circuler facilement. Et puis donc. Alors là, le geste compte. Voilà. Ici donc, nous allons placer en contact intime la bouture avec son substrat en plombant bien le sol. Et tu appuies bien dessus. Voilà, et puis on va placer cette bouture, ce pot, dans un milieu dit à l'étouffée, c'est-à-dire un milieu plein d'humidité à saturation, soit dans une mini-serre ou avec une enveloppe en plastique qu'on va placer tout autour, de façon à ce qu'elle puisse s'enraciner donc dans ce milieu très humide et avec une température de 20 à 22-3 degrés. Alors Jean-Marie, moi je suis quelqu'un d'impatient. Est-ce que je vais vite obtenir cette petite plante? Bien, écoute, Corinne, pas tout à fait, mais il faut quand même compter une petite année pour arriver à avoir une plante copain. Bon, enfin, ça en vaut la peine. Voilà. Merci, Jean-Marie. À bientôt. À bientôt. Philippe, encore un bel exemple de cet héritage que vous ont laissé tous ces chercheurs de l'université à l'époque. On est où ici? Nous sommes dans une serre tropicale, humide et chaude. Humide, d'où l'eau qui est présente. L'eau, effectivement, ce n'est pas pour cultiver des plantes aquatiques, c'est pour augmenter donc l'humidité de l'air. Qui est nécessaire à toutes ces plantes qui poussent là-dedans. J'ai presque envie de dire que c'est un vrai décor de film. Ici, il y a vraiment des spécimens formidables. Bon, déjà, ce bananier. Oui. Nous arrivons même dans certaines périodes à avoir des bananes. Et alors, je vois ici derrière moi une plante que je connais visuellement, qui est une plante qu'on retrouve dans l'intérieur de certaines maisons. Mais ici, elle est gigantesque. Oui, c'est un monstera, mais effectivement, nous avons réuni donc les conditions pour qu'elle puisse fleurir et fructifier. Chaleur et humidité. Oui. Alors, je voudrais bien qu'on parle maintenant de ce qui est en face de nous. C'est vraiment la vedette ici de cette serre tropicale. Cette plante a toute une histoire. C'est quoi? C'est un encéphalartos, de son nom latin, mais il n'a pas de nom français. Donc, ses ancêtres vivaient déjà à l'époque des dinosaures. Ah oui. Et c'est un très bel exemplaire. Il a probablement 200 ans. Donc, c'est un âge vraiment canonique. C'est l'ancêtre de nos conifères. Et c'est quelque part aussi l'ancêtre des serres. Je veux dire, il est ici depuis le début ou pas? Il est ici depuis le début, Il est d'ailleurs quasiment intransportable, comme on peut le voir sur les images. Donc c'est vraiment un très bel exemplaire. Alors bien entendu, dans ces serres, il y a plein de richesses. Je crois que vous avez encore une serre où il y a des cactus. Oui, il y a une serre de cactus, une serre de plantes carnivores. Et notamment une serre de climat méditerranéen. Donc, puisque les plantes sont groupées d'après les climats, pas d'après leur affinité de famille. Voilà. Alors,
que faire, comment faire pour venir visiter, pour venir voir toutes ces richesses? Alors, si on est donc libre en semaine, donc on peut venir du lundi au samedi, tous les après-midi. Donc, en visite libre, il y a des petites explications, mais on peut aussi donc demander un guide. Et donc, là, on convient d'une date et de rendez-vous. Et le guide, on l'a quelque part en face de moi, je l'ai en face de moi. En partie. En partie. Il y a parfois des événements un peu spécifiques que vous organisez aussi? Oui, donc le premier samedi du mois, donc, on fait alors une visite thématique. Et celle de mars sera consacrée à un thème qui peut être très intéressant, c'est plantes et sortilèges. Eh bien voilà, avis aux amateurs. Eh bien Philippe, moi je vais vous laisser. Mais je ne vais pas aller très loin, puisque je vais aller 100 mètres plus haut. On m'a dit qu'il y a un atelier de nichoir, animé par quelqu'un de truculent. Donc je vais aller le voir. Merci pour cette visite rapide. Le temps d'aller jusque-là, eh bien, on va jeter un petit coup d'œil sur le montage floral de Fabien. À tout de suite. Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment réaliser un centre de table à l'occasion de la Saint-Valentin, histoire d'avoir un joli milieu de table pour un dîner à deux. Pour ça, vous aurez besoin de quelques éléments, des chatons de saule, 2 bougies rondes de tailles différentes, quelques accessoires spéciaux Saint-Valentin et des fleurons de phalaenopsis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons travailler dans un vase cylindrique d'à peu près 10 cm de hauteur sur un diamètre de minimum 30 cm pour avoir quelque chose de joli, mais à vous de choisir le diamètre en fonction de la table. Je commence donc par les branches de saule que je vais placer à l'intérieur. Une fois que les chatons de saule ont été placés suivant les contours du vase, on dispose ensuite les 2 bougies légèrement décentrées. On vient ensuite mettre de l'eau dans le vase. On en met à peu près 1 cm ou 2, pas plus, histoire que les fleurs et les branches soient dans l'eau. Passons maintenant aux fleurons de phalaenopsis. On va les découper un à un et on va les faire flotter sur l'eau, entre les branches, comme ceci. Maintenant, on termine par les accessoires, quelques cœurs et quelques perles dans les tons rouges qu'on va venir mettre dans le montage. Bonjour Rémi. Bonjour Roland. Alors, je vous surprends en plein travail dans votre atelier. C'est un atelier où on fait des nichoirs. On fabrique des nichoirs. On fabrique des nichoirs, exactement. Et vous fabriquez des nichoirs ici depuis combien de temps? Depuis à peu près 6 ans. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette activité? Donc, c'est pour faire partager principalement mon expérience et mon savoir. D'accord. C'est important d'avoir des nichoirs dans son jardin? Oui, c'est très important parce qu'il faut accueillir les pollinisateurs et les auxiliaires au jardin. D'accord. Donc les mésanges font partie des auxiliaires au jardin. Alors, si je comprends bien, vous parlez de mésanges et vous me montrez ceci. Ça, c'est un nichoir à mésanges. À mésanges. Parce que je crois qu'il faut savoir que les oiseaux ne s'abritent pas n'importe où, oui, dans n'importe quel nichoir. Ils ont un peu leurs habitudes, non? Ils ont leurs critères, oui. Mais c'est dans leur gène. Hein, ça, quel est justement le critère de la mésange? Les critères de la mésange, elle défend son territoire, une chose, oui. Et alors elle aime bien de vivre un petit peu en sécurité. Et c'est pour ça qu'on va peut-être regarder ici l'orifice. Oui. Voilà. Ça, on appelle ça comment exactement? C'est le trou d'envol. Le trou d'envol. Et le diamètre d'un trou d'envol dans le nichoir, je crois, a toute son importance. Oui, parce que ici, par exemple, c'est un 28, oui. Mais la mésange charbonnière ne sait pas y rentrer. Donc, pour la mésange charbonnière, il faut 32. Chacun chez soi. Oui. Voilà. D'accord. Alors, il y en a un deuxième là, je le vois, avec... mais là, il y a plusieurs trous, en fait. Oui. Plusieurs trous d'envol. Dites-moi un peu.
Ça, c'est pour les moineaux domestiques et pour les moineaux friqués. Et pourquoi est-ce qu'il y a chaque fois 2 trous d'envol par habitation? Parce que les moineaux friqués aiment bien de rentrer d'un côté et de sortir de l'autre et vice-versa. Alors ici, on en a un troisième tout à fait différent. Oui. C'est aussi un nichoir. Il est très ouvert. Hein. Oui. Il est fait pour qui? Ça, c'est pour les rouges-gorges, oui. bergeronnettes et rouge-queue. Et ceux-là, ils aiment bien avoir de l'air. Oui. Donc, pour la bergeronnette, généralement, on le place au bord d'un ruisseau. Alors, tout ça est construit en bois, bien entendu? Oui, en bois recyclé. En bois recyclé? Donc, en bois que je récupère à gauche et à droite. Le bois est protégé? Par de la lasure acrylique. Et il est protégé uniquement à l'extérieur, je crois. Il faut le dire, c'est important. Oui. Jamais on ne traite jamais l'intérieur d'un nichoir. L'oiseau ne viendra pas, il risque d'être malade. Mais non, ce n'est pas... Si l'oiseau viendrait, mais c'est pour les petits. Voilà, d'accord. Okay. Donc les petits, quand ils forment leur bec, ils becquent à gauche et à droite, et alors automatiquement, ils becquent dans des produits chimiques. Alors, on vient de parler des nichoirs. On va parler de ceci maintenant. Ce sont les abris à insectes. Mais avant ça, on va jeter un petit coup d'œil rapide sur notre concours. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. De quelle famille de plantes fait partie l'ananas? La firme DCM a le plaisir de vous offrir d'une part plusieurs sacs d'activateurs de sol pour stimuler la vie du sol de votre potager et de votre serre, et d'autre part des sacs de terreau, semis et bouturage pour réussir vos premiers travaux printaniers. Interforum Editis vous propose plusieurs exemplaires du guide Une année au jardin bio paru chez Terre Vivante pour acquérir les bonnes pratiques de jardinage tout en préservant la biodiversité. Les artisans fleuristes du Jardin d'Anaïs à Gembloux ont le plaisir de vous offrir un bouquet de saison. Et enfin, les éditions Weyrich vous offrent un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Rémi, après les nichoirs, nous allons parler des abris à insectes, tout aussi important au jardin, je crois, pour garder une biodiversité. Hein. Oui, et pour accueillir les auxiliaires et les pollinisateurs. Alors, pour les accueillir, finalement, il y a quelque chose de très simple au jardin. Oui, qu'on trouve facilement au jardin. C'est le bois, mais finalement pas n'importe quel bois. Expliquez-moi un petit peu. Oui, en fait, c'est les tiges à moelle. Tout ce qui est au jardin qui contient une moelle. Comme le sureau, par exemple, sureau, Butéléa, les cassissiers, les framboisiers aussi, les framboisiers, alors surtout les rosiers. D'accord. Alors, pourquoi est-ce important d'utiliser du bois à moelle? Expliquez-moi. Oui, pour que l'abeille puisse creuser. D'accord. Avoir facile à creuser. Creuser et avoir un abri naturel qui est protégé éventuellement contre des intempéries aussi, hein, parce que chaud, froid et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans cet abri? Donc, dès que la galerie est faite, oui. L'abeille va déposer un peu de pollen. Ah, va butiner, va mettre du pollen. C'est quoi? C'est un peu un garde-manger? Oui, les pollens, c'est du miel et du pollen. C'est un genre de pâte. D'accord, voilà. Ok. Et cette pâte va servir à qui? Elle va servir à nourrir la larve pendant 12 mois. 12 mois oui. Que la larve va rester dans son abri. Oui. 12 mois avant de prendre son envol. C'est ça. Et participer ainsi à la biodiversité du jardin, j'ai tout compris. Oui, voilà. Alors ici, on a un exemple d'un abri, mais je vois ici qu'ici à l'atelier, vous avez carrément fabriqué, j'ai presque envie de dire quoi, c'est un hôtel ça? Oui, si vous ça va pouvoir abriter je ne sais pas combien de larves, mais énormément. Oui, pas mal. Et donc quoi, c'est très facile à construire? Expliquez-moi. Oui, ben, il suffit de couper les tiges à moelle. Hein. Voilà, de bien les disposer, on les colle. Pas nécessairement, mais il est important aussi de ne pas utiliser un sécateur. Ah oui, d'accord. Donc il faut utiliser une petite scie à métaux pour couper les tiges à moelle. Vous savez quoi? Je crois que je vais devoir revenir vous dire bonjour un de ces quatre parce que derrière moi, il y a encore d'autres abris
pour attirer d'autres insectes, mais on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc je crois qu'on va se revoir. Rémi, merci pour cette bonne petite leçon. Merci beaucoup. C'est ici qu'on va se quitter. On se retrouve bien entendu le mois prochain, j'espère déjà au jardin, pour quelques premiers conseils de jardinage. D'ici là, surtout, portez-vous bien.